Être en forme, être en santé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce qu'on entend toutes sortes de théories sur la place publique, mais qu'est-ce que ça veut dire être en forme? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. C'est flou quand même. Je veux dire, il n'y a pas de réponse, je pense, objective. Là. Il y a des facteurs de santé. Puis, encore une fois, santé, pourquoi? C'est-tu pour vivre longtemps? C'est-tu pour courir un marathon? C'est-tu pour se sentir bien? Tu sais, tout ça est relatif à différents standards. Là, je pense pas qu'il y a comme. Il n'y a pas genre la santé objective là, que tu as 100 points, puis là, toi, tu es 88, puis moi, je suis 82, puis lui, il est. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'on confond au fait, parce que être en santé, ça veut pas nécessairement dire être mince. Il y a ça. Tu sais, être en santé, ça veut pas dire de courir un marathon. Tu sais, je pense que des fois, c'est dans ce qu'on entend puis dans les images qu'on nous envoie, mais c'est peut-être là la confusion, je trouve, d'être en santé. Pour moi, en tout cas. Moi, je t'ai raconté déjà, j'ai perdu 20 livres depuis le début de l'année, là, juste en comptant mes calories, en faisant attention à mon alimentation, notamment, puis en coupant surtout là, tout ce qui est beaucoup de calories, là, un petit pot de yogourt, un petit bol de yogourt là, à la fin de soirée. Le matin, souvent, je saute le petit déjeuner, etc. Puis je me sens mieux, je me sens moins lourd, plus facile d'aller courir, de faire un peu de vélo. Est-ce que je pourrais perdre un autre 20 ou un autre 40? Je veux dire, à la fin, je pourrais aussi me désintégrer, là, tu comprends, à un moment donné. Puis comme tu dis, c'est intéressant la question du poids parce qu'à l'autre extrême du spectre, c'est l'anorexie. Il y en a plein des troubles alimentaires. C'est ça, exact. Entre autres, avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui se modifient le visage, par exemple, ou le corps avec l'intelligence artificielle. Puis ils arrivent chez un chirurgien plastique, puis ils vont dire, moi, je veux ressembler à ça. Mais c'est modifié par l'IA. Même affaire pour les cheveux. C'est moins pire chez le coiffeur, mais tu arrives chez le coiffeur, tu t'es fait quelque chose avec l'intelligence artificielle, je veux cette couleur-là, je veux cette coupe-là, puis c'est irréaliste aujourd'hui. Il y a ça aussi sur la dysmorphie, puis l'intelligence artificielle, ça aussi n'aide pas, je trouve, à la perception. Pour moi, se refaire faire la face ou les seins ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement de la santé. Ben ça, c'est un autre dossier, mais je te parle quand même sur l'aspect santé. Je pense que des fois, c'est mal compris sur la place publique. Puis perte de poids, tant mieux. Si c'est simple, si tu te sens mieux, puis il n'y a pas de mal à ça. Sans tomber dans l'excès, comme on disait, là, des troubles alimentaires, puis de l'anorexie ou de la boulimie, je pense que de manière générale, on le sait, là, en Amérique du Nord, il y a une genre d'épidémie d'obésité. Ben, c'est 33% au Canada, mais il y a quand même tout le reste qui ne l'est pas. Je comprends, mais c'est croissant. Là. Il y a de plus en plus de monde qui ont des problèmes de surpoids, puis le surpoids, c'est lié à plein d'enjeux de santé. Là, plus de probabilité d'avoir des problèmes cardiovasculaires, de développer des cancers, etc. etc. Fait que, ultimement, la santé, comme je dis, on n'a pas une mesure... C'est plusieurs mesures, mais la probabilité de développer toutes sortes de troubles diminue avec le poids. Fait que c'est sûr que le poids en tant que tel, c'est un mauvais indicateur. Oui. Mais c'est un indicateur imparfait, mais c'est un indicateur qu'on a qui est peut-être le plus à portée de tout le monde. Tu mets la balance, tu sais combien, versus ton taux d'oxygène sanguin, puis ton... Mais moi, en fait, j'ai pas de balance parce que la balance ne considère pas est-ce que c'est tes muscles, est-ce que c'est du gras, est-ce que c'est des os, t'es grand comment. Je trouve que le poids, c'est vraiment une unité que je ne considère pas que... Tu sais, je ne considère pas que le poids, je trouve que c'est très imprécis. Là, je veux dire, moi, je m'en fous de combien tu pèses puis combien Oli pèse. Là, moi, c'était comme, tu sais, je voulais perdre 20 livres, là, je passais en bas de 200, puis je suis comme, wouhou, tu sais, party. C'est correct parce qu'il n'y a pas obsession, mais il y a quand même ça dans la société, l'espèce d'obsession de si tu es mince, tu as réussi. Alors que la minceur, c'est pas gage de santé. Je pense que des fois, c'est ça où on mélange certaines notions. Tu as dit quelque chose qui m'interpelle parce que tu dis, courir un marathon, je sais pas, ça se peut-tu quelqu'un qui court un marathon puis qui, mettons, en moins de 14 heures, quelqu'un qui court un marathon normal puis qui est pas en santé? C'est comme... Ben, moi, je pense que c'est une bonne question à poser à notre prochaine invité parce que je pense qu'on mélange certaines notions. Benoît Boulanger, vous le connaissez sur les réseaux sociaux comme Ben, nutritionniste sur les réseaux sociaux. Nutritionniste expert, performance sportive. Donc, il jumelle les deux et nous écoute parler depuis tantôt. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous autres. Merci à vous autres. Commencer la question de Francis, est-ce que ça se peut courir un marathon et ne pas être en santé? Bien sûr que ça se peut. Même je dirais que dans le cadre de, pour moi-même, participer à des sports professionnels, mes collègues que je côtoie, on s'éloigne pas mal plus de la santé qu'on s'en rapproche quand on va vers les plus hauts niveaux de la performance. Fait que, de manière générale, non, je pense pas que c'est un lien entre les deux. Puis j'aimerais même rebondir sur ce que vous avez discuté avant, parce que ça me démangeait de vouloir embarquer dans la discussion. Mais le bémol, selon moi, qui est à mettre de la façon que vous discutiez, c'est au niveau des saines habitudes de vie. Tu sais, tu parlais tantôt, je pense que c'est Francis qui disait que
justement, il avait perdu du poids pour favoriser sa santé, que dans la société en général, en ce moment, on a eu une augmentation de la prévalence de l'obésité. En fait, c'est comme ça qu'on devrait le nommer plus qu'une épidémie d'obésité, là, parce que c'est pas une maladie contagieuse et autres. Donc, une augmentation de cette prévalence-là. Puis la solution passe par améliorer ses habitudes de vie. Puis c'est probablement ce que tu as fait pour perdre 20 livres. Ton objectif était de perdre 20 livres. Nous, ce qu'on encourage, c'est pas de dire « Ah, Francis, tu aurais dû perdre 20 livres. » C'est en fait... Et là, c'est pas 20 livres qu'on a perdu, c'est le contact avec Ben. Il allait me donner la réponse, puis là, il est disparu. Je suis sûr que c'est arrangé avec le... C'est intéressant parce que je trouve que quand on parle de nutrition, tout le monde a sa perception. Puis c'est un sujet qui est très, très sensible. C'est dur de discuter sans que le ton lève ou sans que... Il y a quelque chose où chacun a sa perception de l'affaire. Il y a des sensibilités. Il y en a vite qui se sentent mal compris. Il y a quelque chose avec ça qui est très, très délicat. Puis tu sais, Isabelle, là, j'ai écouté un balado là-dessus il y a quelques semaines. Là, il y a carrément des genres de business, des laboratoires dont c'est la job de développer des aliments qui te rendent fou. Là. Tu sais, genre, comme pour moi, là, des Pringles, là, c'est comme le diable. Tu comprends? Ça, pas besoin d'avoir un balado, c'est ça. Là. Non, mais il y a des... Tu sais, je te donne donne cet exemple-là, mais comme ils n'arrêtent pas de sortir des nouveaux produits qui sont des subtils mélanges de sel, de sucre, de plein d'affaires transformées, mais qui nous rendent quasiment désemparés, là, comme on succombe à ça. Tu sais, c'était quoi You can't eat just one? C'était-tu Lay's? Là, tu sais, mais comme cette idée que tu rentres dans le sac, puis genre, quasiment tu finis le sac. Tu sais, c'est fait pour ça. Oui, mais c'est comme de la science hautement sophistiquée qui joue avec la chimie de notre cerveau pour nous rendre complètement accros à certaines substances qui sont ultimement très mauvaises pour la santé. Là, manger un sac de chips au complet, on va s'entendre, il n'y a personne qui va... Ben oui, c'est comme ça pour Pepsi, c'est comme ça pour toutes les compagnies. Mais c'est de plus en plus sophistiqué, la capacité de ces laboratoires-là. Ben est revenu. Selon moi. Oui, je suis de retour. J'ai établi une alarme pour pas manquer la rencontre, puis littéralement, l'alarme La ligne est fragile. D'où l'importance, justement, de développer une saine relation avec ces aliments-là qui sont pas dans une optique de santé physique, on s'entend, mais qui sont possiblement dans une optique de, on va dire, santé mentale ou de plaisir alimentaire, possiblement, puis même de... Moi, je rajouterais tout le côté souvenir. Tu sais, il y a plein de choses que peut-être votre grand-mère, votre grand-père cuisinaient, que ce soit culturellement ou autre, qui sont pas nécessairement favorables pour la santé à long terme. Comme du sucre à la crème, mettons. Non, je voulais pas nommer quelque chose, mais c'est un exemple où est-ce qu'on devrait démoniser cet aliment-là nécessairement? Non. Ben non, il nous rappelle des souvenirs, il nous fait du bien. Il y a tellement une composante importante autour de la nourriture qui est pas juste la fonctionnalité de ces aliments-là, que quand on tombe dans un peu ce piège-là de focusser sur les calories, les macronutriments, les bons, les mauvais aliments. Dès qu'on commence à catégoriser, on perd essentiellement ce côté-là très culturel, très émotif de l'alimentation, qui n'est pas toujours mauvais, qui est même souvent hyper agréable, hyper plaisant là, dans le quotidien. Quand la ligne a coupé, on parlait justement de la perte de poids de Francis, et là, tu allais donner une réponse tant attendue. Oui, excusez-moi. J'allais justement dire que justement, possiblement que son objectif, c'était de perdre 20 livres, mais essentiellement, la perte de poids devient pour moi indirect, accessoire. Le but, puis son but, c'était de changer sa vie, d'améliorer ses habitudes de vie. Puis l'augmentation de la prévalence de l'obésité, il y a une grande partie que c'est les mêmes personnes qui, justement, avaient une prédisposition génétique à l'obésité, qui, l'environnement qu'on peut appeler obésogène, vient déclencher plus d'interrupteurs qui, justement, étaient déjà existants. C'est comme de dire, parmi la population, il y avait déjà beaucoup de personnes qui avaient des interrupteurs de l'obésité, donc une prédisposition génétique à développer possiblement de la masse adipeuse en trop grande quantité, et que l'environnement fait déclencher plus de ces interrupteurs-là. Fait que c'est pas nécessairement une question de les gens ont moins de volonté. C'est pas du tout ça, en fait. C'est une question de maintenant, l'environnement vient exprimer les gènes de l'obésité plus facilement. Et donc, cette partie-là de la population qui nouvellement s'exprime par l'obésité, c'est pas nécessairement une question de choix ou autre. Ils ont peut-être les mêmes habitudes de vie que nous, que vous, puis finalement, eux autres développent l'obésité. Tu sais. Tantôt aussi, tu disais, les sportifs de haut niveau ne sont pas nécessairement en santé, même que parfois on s'en éloigne. Comment c'est possible? C'est facilement possible parce que quand tu es justement dans une compétition internationale puis que dans tous les sacs, tu entends clic, 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 puis c'est des Advil puis des Tylenol pour compléter la prochaine épreuve.
On est loin de faire du sport pour bien sentir. Au contraire, on se sent extrêmement pas bien dans notre sport, puis on a besoin d'antidouleurs et autres pour passer au travers. Puis tu sais, je dis ça comme si c'était juste les athlètes professionnels qui le vivaient, mais malheureusement, si tu vas sur un départ d'un marathon puis que tu fais un vox pop à savoir qui court ces Tylenol, je pense malheureusement qu'il y a une plus grande proportion qu'on pense. Là. Mais ce qui est malheureux avec ça, c'est qu'on promouvoit ça sur la place publique comme si tu cours 5 km, c'est comme pas assez. Il faut faire des demi-marathons, des marathons, c'est le fun, on encourage. Des ultramarathons, félicitations. des Ironman. C'est comme si on place ça sur un piédestal alors que c'est pas tout à fait ça. Mais puis je voudrais juste puis rajouter là-dessus, Isa, parce que tu dis, bon, le jour que tu cours le marathon, t'es Tylenol, mais coudonc, il y a genre l'année d'avant là, qui est quand même, il me semble, bonne pour ta santé, là, cet entraînement régulier. Oui. Comment tu pondères un peu tout ça? Le but de ça, c'était pas de marquer le fait que courir est mauvais pour la santé. Au contraire, je pense que bouger, puis le mouvement, c'est ça qu'on devrait favoriser, encourager, sans que ce soit performatif nécessairement ou que ce soit dans un objectif de course ou autre. Mon exemple, c'était beaucoup plus pour dire que ben non, c'est pas un corps mince qui nous permet de savoir si quelqu'un est en bonne santé métabolique ou non. Puis c'est pas non plus un corps musclé ou autre qui nous permet de voir si cette personne-là a des bonnes habitudes de vie. C'est sûr que statistiquement, tu pourrais dire j'ai plus de chances de pogner au hasard quelqu'un qui a des bonnes habitudes de vie si je choisis juste les personnes dans des corps minces. C'est probablement pas faux statistiquement, mais c'est un message clé pour moi de valoriser le fait de cesser de mettre l'accent sur ce genre de statistiques-là qui ne prend pas en compte l'individu. La recherche épidémiologique, donc faire de la recherche de population puis des associations de population, quand tu fais face à un individu, tu ne peux pas le traiter de la même façon. T'sais. C'est quoi le plus grand mythe que tu as entendu là-dessus? Parce qu'il y en a plein, là, les abdominaux, les muscles, il y en a plein. Mais mettons, ce qui revient le plus souvent. C'est l'idéalisation de la minceur. Que dès qu'on va perdre du poids, on va être mieux. Même qu'on va être mieux dans notre peau ou qu'on va plus s'aimer. Puis je donne toujours l'exemple, hein, dans mon bureau, je peux avoir back-to-back, heure après heure, un corps qui pèse 350, un corps qui pèse 300, 250, 200, 150, puis 100 livres. Puis tous ces gens-là peuvent avoir la même violence et la même insatisfaction corporelle les unes après les autres et me parlent constamment, pratiquement, du corps de l'autre que je vois une demi-heure plus tard. Tu sais. Ah, je vais donc être bien et heureux quand je vais peser 250. La personne de 250 regarde la personne à 200 puis veut juste passer en bas du 200. Celle de 200 regarde tu à 150 puis elle dit ils ont tellement l'air bien dans leur corps, c'est ça que je devrais faire. C'est fou, hein? Mais moi, c'est à ce sujet-là, je me demande, puis on exclut ceux qui ont un grand suivi, ceux qui sont diabétiques, mais le Ozempic comme ça, vendu, le Wegovy comme ça, est-ce que c'est une solution trop facile justement à cette survalorisation de la minceur? C'est trop facile. C'est parce que quand on dit c'est trop facile, on continue d'entretenir le message que c'est une baguette magique. Puis moi, je me fais un peu le devoir de aussi mettre le bémol sur le fait que, encore une fois, un peu comme je parlais tantôt de la recherche épidémiologique versus l'individu, c'est vrai que si tu en donnes à 100 personnes, ben, il y a une proportion assez grande de gens qui vont perdre des bonnes quantités de poids. Mais quand tu regardes chaque individu qui ont pris la médication, ce n'est pas tout le monde qui a eu une perte de poids. Ce n'est pas tout le monde qui a pu maintenir la prise de la médication. Il faut se rappeler aussi que la perte de poids que tu vas avoir avec la médication, pour qu'elle soit maintenue, il faut la poursuivre, la médication. Donc, c'est une médication qui est essentiellement à vie, si réellement on en a besoin. Et donc, à chaque fois qu'on la prend pour le court terme, on tombe dans le piège de dire « je vais perdre du gras et de la masse musculaire » pour après ça avoir un regain qui est sensiblement toujours présent encore et que ce regain-là n'est pas de la masse musculaire et du gras. Donc, tu fais un échange muscle pour gras qui est finalement possiblement néfaste pour ta santé à long terme. Et donc, oui, de cet nouvel outil-là, qui est de manière générale assez révolutionnaire quand on parle de certains contextes spécifiques, devient très dangereux quand il est possible d'être utilisé pour à peu près n'importe qui à possiblement moindre coût. Je regarde les réactions sur la messagerie. Il y a Patrick qui est à la Chine. Puis lui, il dit « J'ai fait 3 Ironman. Je ne suis pas mince. Probablement 40 livres de trop sur le corps. Mais je crois être en bonne santé quand même. » C'est vrai, ça?
Oui, puis c'est parce que tu sais, les idéaux athlétiques qu'on va voir de ces sports-là, un idéal athlétique, c'est de se dire, ça prend une forme de corps spécifique pour accomplir une tâche, tu sais, la shape d'un coureur, la shape d'un gars qui fait du triathlon, la shape d'un gars de CrossFit, peu importe c'est quoi qu'on va associer après le corps de, c'est les idéaux qu'on se fait d'un type de sport. Puis même si, par exemple, le fait de courir régulièrement nous fait tendre vers la forme du corps qui favorise la course, okay? Parce que essentiellement, on s'adapte à notre entraînement, ben, ça ne veut pas dire qu'on va ressembler au top 10 mondial ou même à quelqu'un Mais c'est de vrai. spécifique qui performe à la course à pied. Ça se peut très bien que nous, dans notre unicité, notre corps de coureur, ce soit un corps différent de la norme et qui finalement bénéficie beaucoup la performance. Puis ça, c'est à cause des médias sociaux qui nous proposent constamment ces idéaux-là ou qui nous les mettent de l'avant comme si c'était le corps pour accomplir la course à pied, par exemple. Autre commentaire de Bruno. Bruno, il dit, je m'entraîne beaucoup, je suis en bonne forme physique, mais on voit que je ne dis jamais non à un petit biscuit. L'autre jour, il y avait une course à l'école de ma fille. Je me suis comparée avec plusieurs autres parents d'apparence plus mince. Finalement, j'avais rien à envier à personne. Je pense qu'être en forme, c'est de réussir à performer de façon modeste dans la plupart des activités physiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec le point de Bruno? J'adore le point de Bruno. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je pense que je vais amener une nuance. C'est que là, on tombe aussi dans le piège de rendre tout performatif, de rendre tout, le but étant d'être le plus rapide, de le faire le plus longtemps. Mais tu sais, notre corps, il sert à beaucoup d'autres choses qu'on peut valoriser au quotidien. Puis là, je veux même pas tomber dans le quétaine, mais essentiellement, avoir le dos assez fort pour se pencher, pour ramasser quelqu'un, que ce soit un enfant pour l'aider, ou un adulte pour lui sauver la vie, que ce soit d'être capable de, le matin, avoir du jardinage à faire, puis que l'après-midi, tu vas aller marcher avec ta sœur pour prendre des nouvelles, puis qu'elle soit capable de pleurer sur ton épaule. Tu sais, il y a tellement de choses que notre corps nous permet de faire. Puis ça, évidemment, c'est sans penser à tous ceux qui travaillent avec leur corps. Hein? Je pense au travers de la construction. Oui. Tu parles de jardiner à la maison, mais il y a du monde qui font de l'horticulture 8 heures par jour. Le corps, c'est moi-même, j'ai tendance à l'oublier là, parce que je suis un intello sur son Mac, mais tu sais, le corps, pour beaucoup de la population, c'est un outil de travail, là, finalement. Là, c'est les bras, les jambes qui permettent de réaliser son métier. Puis c'est pour ça que l'alimentation, quand on parle d'alimenter le mouvement, c'est alimenter sa vie au grand complet, que changer ses habitudes de vie, c'est pas réduire, c'est pas enlever des choses, c'est pas perdre. On parle tout le temps de perdre du poids, de manger moins. Non, c'est d'ajouter. C'est positif. On vient justement gagner à la vie quand on l'alimente comme il faut. Puis ça délaisse énormément la forme du corps. Ça délaisse énormément le jugement critique qu'on a par rapport à la forme de notre corps qui était justement emmagasiné, enraciné depuis tellement d'années, puis que je vais pas défaire en une seule conversation avec vous aujourd'hui, puis avec un auditeur qui va m'entendre une première fois, mais ça peut bien laisser une graine, semer une graine qui justement permet de réfléchir autour de la place qu'on accorde à la forme de notre corps versus qu'est-ce qui nous permet d'accomplir à tous les jours, puis d'alimenter ça au quotidien. Je vous le jure, ça, quand on a cette optique-là ou qu'on embarque dans ce rail de chemin de fer-là, ben, on se dirige vers la santé, que ce soit c'est moins physique douloureux, ou en tout cas. C'est moins douloureux de vouloir gagner de la santé que de perdre du poids. Perdre du poids, c'est déjà lourd. Tu le dis, puis je suis comme à bout, tu sais. Puis l'autre affaire, en terminant, il nous reste 3 secondes et quart, mais te parler avec Francis de force. Avoir des muscles et être fort, c'est 2 choses, hein? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, puis on appelle ça la fonctionnalité musculaire, tu sais, dans le sens que souvent on en parlait dans un groupe de recherche, mais c'est la différence entre juste mesurer chez les personnes âgées la quantité de muscles que la personne âgée a, par exemple, et le nombre de levées de chaises qu'elle est capable de faire. Ben, essentiellement, ce qui est associé à une longévité, oui, on pourrait dire que c'est ta quantité de muscles, mais finalement, est-ce que c'est pas une approximation de la fonctionnalité elle-même et donc que la longévité est associée au fait de se lever plusieurs fois d'une chaise. Fait que, tu sais, c'est de vraiment mettre l'accent là-dessus de manière quotidienne et donc d'encourager le mouvement. T'sais. Benoît Boulanger, Ben, nutritionniste sur les réseaux. Il faudra te réinviter. Sérieusement, c'est le fun. C'est rare qu'on entend ce genre de discours-là. Non moralisateur aussi, ça, on aime. Merci d'être passé à l'émission. Basé sur la science, basé sur la science. À bientôt.